Le rapport 2021 de l'Inspection générale d'État, c'est la matrice de cette émission. L'Inspection générale d'État, vous le savez, a remis au président de la transition le 11 août dernier, le rapport 2021 sur l'état de la gouvernance et de la réduction des comptes. Un rapport, comme je le disais tantôt, qui comporte assez d'informations sur en tout cas, les failles dans la gestion de la chose publique dans notre pays. Vous le savez, l'Inspection générale d'État est cet organisme relevant de la présidence de la République et qui a donc, comme l'expliquaient nos invités tantôt, qui a compétence sur l'ensemble des entités de l'État guinéen. Donc ce rapport remis au président de la transition qui certainement, le colonel Mamadi Doumbouya, qui certainement à travers cette cérémonie a voulu en tout cas confirmer à ceux qui en douteraient encore sa préoccupation de faire de la bonne gouvernance un des chevaux de bataille de cette transition. Alors, avant de revenir à nos invités, on va faire un détour par la régie pour suivre ce papier que nous propose Mariam Nabé de la rédaction politique de FIM-FM, un papier, un reportage qui campe quelques aspects abordés par le rapport IGE 2021. FIM-FM, Respublica, jauge citoyenne, la note des gouvernés. Le rapport 2021 de l'Inspection générale d'État s'intéresse d'abord aux dysfonctionnements qui caractérisent la gestion des agents de l'État. En plus de falsifier leur date de naissance, de nombreux fonctionnaires ont passé au moins 5 ans au même poste, ce qui constitue une violation du statut général des agents de l'État. Il ressort dans le document que les services déconcentrés des ministères du budget et de l'économie et des finances à l'intérieur du pays sont en insuffisance de personnel. Par exemple, les postes de chef de section préfectorale du budget de la baie et de Mali sont vacants selon le rapport. L'IGE a constaté que les recettes communales de plusieurs communes urbaines et rurales sont tenues par un seul receveur, ce qui cause des dommages à la chaîne de paiement. Et pire, des absences sont constatées par la mission concernant les fonctionnaires du Trésor public, notamment les receveurs des établissements publics à caractère administratif. Des problèmes juridiques et institutionnels ont été révélés comme les établissements publics régis par arrêté en lieu et place d'un décret, mais aussi l'absence de manuel de procédure administrative, financière et comptable, l'absence d'un cadre de gestion du secteur des jeux en Guinée, dont le cas de la Lunagui est une illustration de perte pour le Trésor public. Les résultats de l'enquête de l'IGE à EDG ont par ailleurs prouvé que la mauvaise gestion des ressources humaines dénoncée par l'auditeur interne a entraîné d'énormes saignées financières. 3 employés d'EDG ont orchestré le paiement indu de rémunération à hauteur de plus de 4 730 139 000 francs guinéens de janvier 2018 à mars 2021. L'IGE, chargé notamment d'auditer et d'évaluer l'ensemble des structures publiques et parapubliques de l'État, a fait des recommandations en vue de corriger les dysfonctionnements qui entravent le bon fonctionnement de l'administration publique. Voilà. C'était donc Mariam Nabé qui revenait sur quelques points saillants du rapport IGE 2021 remis au président de la transition. Alors, Monsieur Touré, nous en étions à parler de ce phénomène de sédentarisation des fonctionnaires de l'État guinéen, un phénomène relevé, souligné au marqueur dans ce rapport de l'IGE, puisque on en trouve qui ont passé plus de 5 ans à leur poste, ce qui certainement, et vous le confirmerez, n'est pas en phase avec l'orthodoxie, en tout cas de la fonction publique. Tout à fait. Je parlais par exemple dans le domaine des commandes publiques. Il est dit, quand vous prenez les personnes responsables des marchés publics au niveau des départements ministériels et au niveau des entreprises publiques, le mandat c'est 3 ans et renouvelable une fois. Mais aujourd'hui, vous avez des personnes à ces postes qui ont fait plus de 10 ans. D'accord. La question n'est pas de les sortir de la commande publique. La question, les textes voudraient au moins qu'il y ait une certaine rotation. D'accord, que quelqu'un ne reste pas au niveau dans un même département ou bien dans une même structure au plus de 3 ans, renouvelable une fois. D'accord, mais aujourd'hui, ce cas s'avère. Il faut cette mobilité. Il faut cette mobilité parce que quelqu'un qui reste plus de 5 ans à un poste, il y a un problème.
Il y a un problème, il va se sédentariser et il va épouser des habitudes. Il va épouser des habitudes voilà. qu'il ne devrait pas, et ça affecte même la qualité du service. Au-delà de ces personnes, vous avez au niveau aussi de, comme elle a dit, des travailleurs du budget, c'est la même chose. Vous prenez des RAF, des comptables, des agents comptables qui sont sédentarisés au sein de certaines structures publiques, mais ça fait des années. C'est des choses qu'il faut corriger, d'autant plus que les textes ne l'autorisent pas. Mais le problème, ce n'est pas ces agents. Le problème, c'est les administrateurs qui viennent à la tête de ces structures. Il faudrait que les administrateurs s'approprient des textes de la Guinée. C'est très important. Mais si vous n'êtes pas approprié, comment vous pouvez savoir que cet état de fait est prévu dans un texte? Non. Il faut prendre le temps, quand vous venez dans une structure, il faut prendre le temps de voir les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la structure pour que vous puissiez prendre des décisions idoines. Voilà, dans l'intérêt de la structure. Alors, M. Camara, au-delà du fait que ces administrateurs-là ne s'approprient pas des textes, est-ce qu'il y a d'autres irrégularités administratives constatées par ce rapport? Oui, le rapport dit que, par exemple, il y a des textes qui manquent. L'article 64, alinéa 2 de la loi sur le statut général du fonctionnaire dit que le fonctionnaire ne doit pas rester en place, comme le dit le grand frère. Mais à cet effet, un arrêté du ministre de la fonction publique doit préciser les modalités selon lesquelles la rotation doit se faire. Au moment de la rédaction du rapport, cet arrêté n'est pas encore pris. Donc, à ce niveau, il y a un vide juridique qu'il faille combler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet arrêté qui en fait une obligation. Voilà, qui dit tu dois faire 3 ans. Et quand tu fais 3 ans, donc corollairement, comme tu as fait 3 ans d'AF au ministère de l'enseignement supérieur, donc au moins la loi t'oblige maintenant à aller, même si on te fait permuter avec un autre ministère, mais tu ne dois plus demeurer à la même place. Mais l'arrêté qui précise cela n'est pas pris. Deuxièmement, sur certaines entités où c'est des EPA, des hôpitaux... C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que cette mobilité, c'est un peu de l'ordre des bonnes pratiques. Mais qu'il n'y a pas, il y a un vide juridique. Le texte d'application de la loi en parle, mais de façon vague. Quand on dit qu'il ne faut pas sédentariser, mais il faut préciser dans quel contexte. Donc il y a la loi, mais pas de texte d'application. Voilà, d'application. La précision que je vais apporter peut-être, ce n'est pas dans tous les domaines. Il y a certains domaines, comme il a dit, de façon générale dans le statut de l'agent public, c'est annoncé. D'accord, mais de façon particulière pour certaines professions, il y a les textes d'application. Il y a un décret, par exemple, quand je prends les PRMP dont j'ai fait état tout à l'heure, il y a un décret qui statue sur leur attribution, leur fonctionnement et leur organisation. Et ça, dans ce décret, il est clairement dit que leur mandat est de 3 ans renouvelable une fois. D'accord. Au-delà de ça, ils doivent être permutés. Voilà. Deuxièmement, c'est les établissements qui n'est pas de statut. Normalement, nous sommes à un moment où on fait un état général de l'ensemble des EPA. Savoir quels sont leurs fonctionnements, leurs attributions, leurs créations. Beaucoup ont été créés avant la loi 056. Est-ce que la conformité, est-ce qu'on a mis ces anciens établissements dans les normes de la loi? Parce que les inspecteurs vérifient. C'est vrai que la loi est postérieure à l'existence de ces EPA. Donc il faut les ramener dans la légalité. C'est-à-dire que ce sont ces EPA qui doivent s'ajuster à la loi. Voilà, quand M. Yorobalde, là ici dans le rapport on cite l'université de Somphonia, qui est régie par un arrêté. C'est le cas pour plusieurs universités. Mais rappelez-vous, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur Yorobalde avait mis par exemple à Tamakeneng l'Institut Géomine, un conseil d'administration à Gamal. Parce que sans cela, par exemple, la Banque mondiale n'aurait pas financé le projet d'école d'excellence de ces 2 universités-là. Donc ça, il faut l'implémenter à toutes les autres universités à l'intérieur du pays et les hôpitaux également, qui sont là, tant préfectoraux que régionaux, doivent aussi avoir les mêmes. Mais peut-être qu'on pourra enchaîner, comment on peut comprendre aussi que des établissements importants, des EPA, des établissements importants, n'est pas de manuel de procédure. Parce que la question des manuels de procédure a été soulevée dans ce document. Voilà, le statut, parce que
quand je vous dis les textes d'application manquent, je vous ai parlé de la loi 056. La loi 056 fait 2 organismes publics autonomes. L'organisme public autonome appelé EPA est un organisme public qui ne vend pas de services. Il reçoit une subvention publique, mais le service qu'il rend n'est pas marchand. Donc c'est en cela, eux, ils doivent avoir un statut normal qui dit, voilà, quand un établissement est de ce type, voilà comment il doit être organisé, voilà comment il doit fonctionner. Ça manque. Deuxièmement, pour ce qui est des EPIC, là, la loi dit qu'ils doivent être régis par la loi OHADA. OHADA, donc pour tout ce qui est, en gros, OGP, l'ONAGI et autres, qui ont certes l'État comme actionnaire, mais qui sont autonomes dans leur fonctionnement et qui vendent le service, qui rapportent de l'argent, doivent se conformer à cela. Voilà un peu ce qui manque. En réalité, pour rebondir à la question, ce qui est reproché relève du domaine des conseils d'administration et des directions générales. Parce que quand malheureusement en Guinée, beaucoup de structures publiques ont été créées avant même que les statuts n'ont été faits comme il a dit, et les directions générales ont été nommées avant qu'on ne mette en place les conseils d'administration. Et quand c'est comme ça, vous êtes nommé directeur général, vous savez pertinemment que votre structure doit avoir un conseil d'administration parce que c'est eux qui donnent les orientations, d'accord? Donc vous devez requérir votre département de tutelle pour qu'on mette des organes de gouvernance en place, notamment le conseil d'administration. D'accord? Parce que c'est le conseil d'administration qui statue sur le mode de fonctionnement, qui statue sur le budget. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ces procédures, ces manières de procédure dont on parle, en réalité, c'est le mode d'exécution des activités et les relations qu'on peut avoir entre les différentes, entre les différentes structures au sein même de l'entité. C'est différent des statuts, c'est différent des lois qui régissent les secteurs. Et ça, c'est la direction générale, d'accord, avec l'appui du conseil d'administration qui doivent mettre cela en place. S'ils n'ont pas compétence, aujourd'hui, il y a des cabinets qui ont compétence, mais une structure ne peut pas fonctionner sans manière de procédure. C'est pas possible. D'accord. Amadou, sur le volet, en tout cas... Justement, quels sont, Monsieur Camara, quels sont les Parce que là, voilà, on voit que le service commercial a mordu une bonne partie de notre temps. On est obligé de rendre l'antenne à 51, à 14h58. Alors dites-nous, quelles sont les irrégularités constatées en matière de gouvernance financière? Et beaucoup d'irrégularités ont été soulevées. Par exemple, à Symphonia, on dit... Normalement, c'est un comptable public qui manie les fonds publics, tant en recettes qu'en dépenses. Quand un étudiant paye la scolarité, il doit le payer à un comptable public et un compte public ouvert à la Banque centrale, comme le dit le texte lui-même. Mais il s'est trouvé que des étudiants aient payé à une caisse là-bas, quelqu'un nommé par le rectorat, voilà, qui n'a pas qualité de comptable public. Donc, ça, c'est un problème. Est-ce que vous pouvez aider les auditeurs à comprendre la différence entre un comptable public et un comptable de fait? Un comptable public, comme je dis, de par la loi, c'est quelqu'un qui est investi d'un pouvoir. Pour cela, il faut être nommé et assermenté. Il y a 13, dans chaque gouvernorat, il y a un comptable, un receveur. Il doit être nommé par qui? Il doit être nommé par le ministre des Finances et prêter serment devant la Cour des comptes. Donc, il est assermenté. Lui seul a la capacité de manier le fonds public. Donc, c'est pourquoi lui, il est au paiement, à la présentation des documents justificatifs. Donc à l'université de Sonfalay, il y avait un comptable de fait. Qui n'avait pas été choisi par le ministère, mais par la structure. Et qui, par conséquent, n'a pas prêté serment devant la Cour des comptes. Ça, c'était le problème. Deuxièmement, quand un DAF se substitue à un comptable, celui qui paye l'étudiant, c'est le comptable. Pour sa bourse, pour autre chose. Qui fait les dépenses à l'université, c'est le comptable. On a trouvé que certains DAF payaient. Quand les pécules arrivent, c'est le DAF qui dit, voilà, l'argent est là, venez prendre. Il est le DAF
Son rôle dans le manuel d'exécution des dépenses publiques, c'est quoi? Lui, le DAF, la personne responsable des passations de marché, le BSD, si ça existe, Bureau de suivi développement, et aussi le comptable matière, sont là pour aider l'ordonnateur à préparer le budget, à suivre l'exécution. Sa signature ne peut pas faire sortir l'argent. La signature d'un DAF ne peut pas faire sortir. Il prépare le mandat pour l'ordonnateur qui signe. C'est pourquoi dans les EPA d'ailleurs, la fonction c'est-à-dire que le DAF prépare le mandat pour l'ordonnateur. C'est-à-dire le ministre signe. Le ministre signe, par exemple. Mais lui, il ne peut pas signer pour décaisser un fonds. Mais on a vu que des DAF sont devenus super puissants. Et celui qui a été condamné là, on trouve 10 milliards sur son compte. Du côté de la Cour constitutionnelle. Mais écoutez, si celui qui ne donne la signature ne peut pas décaisser l'argent à 10 milliards, mais alors, j'imagine celui qui signe. Oui, et c'est pourquoi après, on a vu le ministre Charouette a donné injonction de poursuite judiciaire contre donc son patron, l'ancien président de la Cour constitutionnelle. On n'a plus que 2-3 minutes. Peut-être rapidement, sur le cas de ces receveurs, on parle d'un receveur, par exemple, pour toute une préfecture comme Dinguiraye. Ouais, c'est un manquement grave. Normalement, dans chaque commune urbaine ou chaque commune rurale, il doit y avoir un receveur. Personne d'autre ne doit recevoir les fonds. C'est-à-dire que chaque équipe communale, en zone rurale ou en zone urbaine, doit avoir un receveur. Doit avoir un receveur. Donc un receveur par collectivité. Oui, c'est lui, les impôts et taxes les impôts locaux, c'est lui qui les collecte. Et sur ordre du maire, c'est lui qui les dépense. Nul autre. Même le maire n'est pas habilité à détenir le fonds. Seul ce receveur-là est habilité à le faire et il est assermenté. C'est pourquoi, et quand c'est pas bon, la Cour des comptes peut se saisir. Alors, au regard de l'importance de l'IGE dans la gestion et le contrôle des publics, que peut-on dire aujourd'hui en termes de perspective? Chacun de voit une question pour une minute pour y répondre parce que là il faut qu'on je pense qu'en termes de perspective, déjà l'IGE doit chercher à édifier, à vulgariser les textes de loi qui sont là dans le domaine du contrôle, mais dans le domaine également du fonctionnement des entités publiques qui contrôlent. Parce que Donc l'IGE doit agir en amont à travers cette vulgarisation. L'IGE doit d'abord agir en amont, bien avant de venir en aval contrôler, pour se rassurer que les gens qui sont effectivement là pour faire le travail se sont appropriés des textes et les outils de travail sont bien à leur disposition et qu'ils maîtrisent. Sans quoi on ne va jamais s'en sortir, mais également faire en sorte, puisqu'ils sont là aussi pour conseiller le président, faire en sorte que notre administration soit dématérialisée. Parce que tant qu'on est dans la paperasse, on sera toujours confronté à ces genres de problèmes. Alors que la dématérialisation ne demande pas beaucoup de coûts. D'accord. Votre mot de la fin, que l'on s'habitue un peu à cette culture de reddition des comptes. Les administrateurs publics aussi doivent savoir que en fait, leur gestion va être contrôlée un moment ou un autre. Donc, ils doivent veiller à parfaire cela. Est-ce que pour en terminer, pour un receveur, pour une seule commune, c'est lui qui doit payer ou c'est le ministère des Finances qui doit payer? C'est le receveur. Je veux dire, si il n'y a qu'un seul receveur, par exemple pour Dinguiraye, est-ce que c'est à lui qu'on doit s'attaquer ou au ministère? Non, à l'administration. Si il y a manque d'argent, ce qui amène à surcharger ce comptable, qui est, par exemple, il présente une garantie. Tous les comptables présentent une garantie lorsqu'ils prêtent serment. Parce que c'est sur leur denier. Quand ça manque, la loi dit qu'il faut saisir ses biens. Donc, vous ne pouvez pas... Quand vous le chargez, vous le rendez impertinent. Et là, vous faites en sorte qu'il soit victime de sa maladresse. Parce que la surcharge peut amener à une faute de gestion qui peut lui être préjudiciable. Et quand ça vient des autorités, c'est pourquoi les autorités doivent pourvoir tous les postes vacants pour qu'aucun administrateur n'ait une excuse. Voilà.
Chers auditeurs, vous l'avez compris, vous avez été lésés, en tout cas au compte de ce numéro, puisque voilà, on nous a piqué quelques 5 bonnes minutes par rapport au temps habituel consacré à Respublica. Donc, on n'a pas pu vous donner la parole. On remercie néanmoins nos invités, monsieur Mohamed Kamara, consultant économique, et monsieur Alassane Touré, expert sur les questions de partenariat public-privé, Moustapha Viki et Amadou Diallo m'ont accompagné dans cette émission Respublica. On se retrouve mardi prochain pour un autre sujet sans doute lié à la gouvernance économique et financière dans notre pays.